Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On va vous laisser patienter une petite minute pour que tout le monde ait le temps de se connecter et on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. On va pouvoir démarrer, il est 13h02. Merci de nous avoir rejoints sur la première édition de ce format de webinaire qui sera concentré sur la réorientation depuis les urgences et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à la démarche territoriale. Tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions via l'onglet chat, comme là où vous êtes en train de nous dire bonjour actuellement. Et vous avez l'onglet lien aussi où vous pouvez consulter tous les liens utiles qui vous seront partagés pendant le webinaire. Si vous ne trouvez pas le bouton lien, il est des fois caché dans le bouton app. Au programme aujourd'hui, donc tout d'abord, on va vous faire une introduction avec Claire Winterberger de la NAP autour du projet DGOS à NAP. Ensuite, on va avoir un retour d'expérience du CHU de Saint-Étienne et un second retour d'expérience du SAS 78. Et on va terminer par une session de questions-réponses en reprenant les questions que vous nous avez envoyées dans le chat et on pourra y répondre. Et donc, tout d'abord, je laisse la main au docteur Claire Winterberger pour vous présenter le projet DGOS à NAP. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc du coup, je présente ce projet au nom de l'ensemble de l'équipe d'experts qui a pu y contribuer, qui sont notés sur cette slide. Donc en fait, c'est un travail sur les réorientations qui a été initié pour la NAP au cours de l'été 2024 suite à la parution du guide DGOS et sur une commande de la DGOS. Ça a émané d'un besoin puisque il y avait des pratiques qui étaient développées dans différents établissements autour de la réorientation. Et il y avait eu un forfait de réorientation des urgences dans le cadre d'un article 51 national qui avait montré à la fois des limites et des difficultés liées notamment à la lourdeur du process qui était proposé pour le forfait de réorientation, mais par contre l'utilité de cette pratique. Le guide de réorientation aux urgences paru par la DGOS a été travaillé avec les différentes sociétés savantes et a permis de bien préciser le cadre de la réorientation, mais ne comportait pas forcément les éléments pour guider la mise en œuvre opérationnelle. Et ça a été l'objet de la commande de la DGOS auprès de la NAP. Et donc, nous avons pris le parti de pouvoir, en premier lieu, apprendre auprès des services d'urgence SAS et effecteurs pour construire des documents et appuis collectifs et appuis utiles pour guider d'autres structures et diffuser, communiquer pour accompagner le plus grand nombre de structures. Et nous sommes actuellement à cette troisième phase. Pour la première phase, nous avons voulu co-construire avec des services d'urgence SAS et CPTS avec un ciblage des établissements, non pas forcément pour leur avancer sur le sujet, mais plutôt pour leur diversité et représentativité. Nous avons souhaité travailler avec 3 régions différentes et 3 départements différents et à chaque fois 3 services d'urgence par département en pouvant mobiliser des services d'urgence publics, privés, SPIC, adultes, polyvalents ou pédiatriques. Et au final, nous avons pu travailler avec le département du Nord et l'ARS Hauts-de-France, le département des Yvelines et l'ARS d'Île-de-France et le département des Alpes-Maritimes et l'ARS PACA.
Ça a permis de travailler également avec les 3 SAS des départements concernés, 9 structures d'urgence, mais également des CPTS dès lors qu'elles étaient actives dans la pratique de la réorientation. On a pu réaliser des visites sur site, mais également une journée de travail en commun avec l'ensemble des acteurs mobilisés et des workshops pour partager les solutions, les actions à réaliser. On a pu également bénéficier de retours d'expérience de l'hôpital Nord-Franche-Comté dans la région de Bourgogne-Franche-Comté, du CHU de Grenoble-Alpes dans la région Aura, et également d'un retour d'expérience de Québec que nous avions organisé en visio. Ça nous a permis d'identifier les éléments structurants pour déployer la réorientation. En premier lieu, même si la réorientation se passe depuis les urgences, c'est avant tout un projet de territoire et un service d'urgence seul ne peut pas résoudre l'ensemble du circuit patient et ça implique réellement les services d'urgence, mais aussi les potentiels effecteurs et le SAS qui est vraiment l'interface entre services d'urgence et effecteurs. Ça nous a montré aussi que c'était important que les pratiques entre les différents services d'urgence d'un même territoire soient relativement cohérents pour que cela permette de vraiment guider le patient vers le bon usage des urgences et on y reviendra. Donc là, c'est un petit peu de là que les grands éléments de la gestion de projet et de l'importance institutionnelle de cette échelle territoriale est ressorti. L'autre chose, c'est que on a identifié que la communication et l'information auprès des personnes concernées, patients, professionnels de santé, était vraiment importante et qu'elle devait se faire également au-delà du service d'urgence. Le service d'urgence, si c'est lui qui fait la réorientation, n'est pas forcément l'endroit où tout se décide, mais le patient peut aussi se poser des questions même avant d'arriver au service d'urgence. Et l'autre chose, c'était que cette communication devait être vraiment au profit de la qualité du parcours patient, bien plus que dans un axe de dire c'est un défaut, c'est par défaut qu'on réoriente. Enfin, au niveau du service d'urgence, ça a vraiment mis en avant le fait que c'était une pratique relativement paradoxale à l'accueil et à expliquer et soutenir auprès des équipes. Ça nous a permis de montrer l'importance du protocole de service pour définir les rôles respectifs de l'IOA et de la vie médicale lorsqu'il était nécessaire. La notion de la formation et de l'information du leadership et de la gestion et le leadership de la gestion de projet et le besoin d'évaluation et d'ajustement au moment de la mise en place. Ces éléments-là feront l'objet du deuxième webinaire qui aura lieu début septembre. Et enfin, le quatrième axe qui nous a semblé important à investiguer, c'était finalement, une fois que la décision de réorientation est prise, quelles sont les modalités possibles pour prendre rendez-vous. Et là, on s'est rendu compte sur la première phase que ça restait une étape très complexe et puis pas forcément bien outillée. Et c'est pour ça que nous avons prolongé le projet sur une deuxième phase qui était ciblée vraiment sur les modalités de prise de rendez-vous entre les urgences et puis le SAS qui s'imposait comme un acteur de plus en plus présent et important dans la boucle. Et notamment, puisqu'en janvier 2025, la CNAM et la DGOS avaient précisé dans le document qui s'appelle l'organisation et la facturation des soins non programmés en ambulatoire que si l'effecteur souhaitait pouvoir valoriser la majoration soins non programmés, c'était bien par l'intermédiaire du SAS que le rendez-vous devait être pris. Pour cette deuxième phase, on a pu travailler avec des interlocuteurs supplémentaires, le SAS de la Loire et le CHU de Saint-Étienne. Et donc, Gilles nous partagera un retour d'expérience de leur pratique, mais également la structure d'urgence de Bergerac, parce qu'il y avait eu de façon ponctuelle les tests de pouvoir accéder directement à la plateforme SAS depuis les urgences. Et puis, on a pu accompagner et travailler avec les CH de Libourne et les urgences de la clinique mutualiste de Pessac et le SAS de Gironde, mais également les urgences du CHU de Nîmes et le SAS du Gard pour pouvoir tester en fait l'hypothèse de comment on pouvait automatiser, sécuriser le lien entre structure d'urgence et SAS et comment ça pouvait être réplicable
dans n'importe quel environnement numérique en se basant sur les outils socles nationaux. C'est une phase qui est en cours de finalisation et qui sera l'objet du 3e webinaire qui aura lieu en octobre. Donc, au final, ça nous a permis de construire les outils que l'on vous présente dès aujourd'hui, avec un livret pratique qui est paru début juin, avec des annexes à venir et notamment des annexes qui cibleront des exemples concrets ou des documents types qui pourront être mobilisés tout ou partie par vous. Des webinaires interactifs, donc le premier ici sur l'importance de la démarche territoriale et de la démarche projet. Le 9 septembre, plus que sur ce que ça implique pour les urgences et les modifications que ça peut impliquer au niveau de l'accueil. Et le 7 octobre, vraiment sur la modalité de prise de rendez-vous entre les urgences et le SAS. Et tout ça s'inscrit dans une thématique vraiment de cibler le bon usage des urgences et la communication ministérielle actuelle autour des urgences, ce n'est pas une évidence. Merci beaucoup, Claire, pour cette introduction. Nous passons désormais porté par Monsieur Gilles Larose, directeur délégué du CHU Saint-Étienne du GHT Loire. Pour commencer, Monsieur Larose, est-ce que vous pouvez nous fournir quelques éléments de contexte et nous expliquer pourquoi la refiliarisation depuis les urgences? Là, pardon, vous m'entendez bien? Oui, très bien. La refiliarisation, c'est en fait quelque chose qui a démarré au CHU il y a plus de 10-15 ans, face à plusieurs constats. L'évolution et l'augmentation de la part des pathologies chroniques, de plus en plus importante avec l'urgence liée à l'aggravation du patient. Un panel de plus en plus large, tant en nature qu'en complexité, mais surtout une difficulté à répondre au niveau des urgences, tant par le nombre de médecins que par le fait que les services n'étaient pas forcément adaptés. Donc l'idée, c'était de répondre aux besoins des patients, tout en évitant la saturation et en faisant appel à l'ensemble du secteur de soins. L'idée étant de se dire, voilà, les urgentistes, ces principes de subsidiarité, les hôpitaux ont des plateaux techniques, ils peuvent répondre à beaucoup de choses, que ce soit au CHU ou dans tous les hôpitaux de France. Donc l'idée était de dire, on gère, on refiliarise, et on dit bien on refiliarise, on y reviendra, de manière à ce que le patient il ait accès à un soin non programmé, mais à un soin non programmé, une prise en charge adaptée à son besoin. L'une des difficultés à laquelle nous nous sommes trouvés confrontés était, avec l'augmentation de patients à refiliariser, au fait que nous n'avions plus la certitude, pour pas dire qu'on avait de plus en plus la certitude que le patient en fait ne voyait pas de médecin parce que les urgences des hôpitaux sont saturées, mais de plus en plus les cabinets de ville, les structures type SOS médecins l'étaient également. Donc cette réorientation était nécessaire, mais elle nécessite un vrai partenariat avec la médecine de ville pour être sûr que la réponse que l'on apporte, elle soit pas que théorique, mais elle soit effective. Très bien. Et selon vous, quels sont les points clés de la mise en œuvre? On va y On se arriver. bagarre. La mise en œuvre, on a commencé lorsqu'on a commencé formation d'IOA, DU avec analyse de flux. La réorientation se fait, comme tous ceux qui en font, après l'évaluation par l'IOA. Il y a de toute façon un patient qui se présente aux urgences, a un contact avec à minima un paramédical, un échange avec les praticiens, pour savoir si le patient nécessite une admission ou pas. On fonçage de porte ouverte, mais ça fait pas de mal de le répéter. Avec le dispositif du SAS, on est monté en gamme puisque la réorientation n'est plus on oriente le patient, mais on s'assure, grâce au dispositif SAS, que le rendez-vous que l'on a proposé au patient a bien été honoré. Ensuite, l'idée, c'est que il faut
continuer ce qui est fait en lien avec le SaaS, pouvoir avoir accès et travailler sur offrir une prise en charge adaptée à ces patients, puisque l'important n'est pas de désengorger les urgences, l'important est d'apporter une réponse aux besoins de soins non programmés de la part du patient, attendu par le patient. Euh, L'une des difficultés que l'on a sur difficulté, particularité, parce que c'est plus une richesse qu'une difficulté, c'est 3 établissements publics sont à moins de 30 minutes du CHU. On a une forte versatilité des patients et l'idée, le piège à éviter, c'est que si l'un des établissements, en l'occurrence, on va dire le plus gros, ferme ses portes, les patients vont en être dans les autres établissements avec des effets délétères. Le SAMU gère les régulations d'accès en bonne intelligence avec tous les établissements. Ce qui est important, c'est d'avoir des démarches concertées parce que nous devons apporter une réponse aux patients ligériens. Après, des moments, il y en a un qui est un peu sous tension et autres, mais c'est obligatoire que toutes les démarches que l'on engage soient faites de concert entre les établissements à minima public et on a des relations, on va dire, de plus en plus constructives avec les établissements privés sur le territoire. Et pour terminer, quel est le facteur qui vous a permis de réussir selon vous? Ben, en fait, on est dans, alors ça c'est un petit peu le senior qui parle, qui dit, on est vraiment maintenant dans des attentes de réponses rapides. Il faut le tout de suite. Donc, quand un patient se présente aux urgences, si vous lui dites appelez le cabinet truc ou allez à telle structure, il va changer de structure d'urgence. On a régulièrement, tous et toutes dans nos services, des patients qui nous disent je suis allé là-bas, j'ai pas eu la réponse qu'il fallait, donc j'ai changé de service d'urgence. Il faut une réponse immédiate. Donc, l'idée dans la liaison avec le SaaS, c'est que lorsque le patient est réorienté par l'IOA, il faut que le SaaS ait l'information en temps réel. Donc, ça a été géré par les services numériques avec le GCS SARA, une transmission d'informations basiques mais nécessaires, dont l'une qui est fondamentale, c'est quand même le médecin, dans le cas, parce que c'est malheureusement, et on n'est pas les seuls en France dans ce cas-là, des patients qui n'ont plus de médecin traitant, puisque le SAS va rappeler en première ligne le médecin traitant. Donc, le médecin traitant, le lieu, quelques éléments sur la pathologie stricte, et tout ça est envoyé de manière sécurisée et numérique en temps réel au SAS, qui peut ensuite reprendre contact avec le patient et le rassurer. En particulier, c'est d'une efficacité redoutable cet aspect de rassurance, puisque cette réorientation est faite de plus en plus également sur la pédiatrie, là aussi en lien avec les urgences pédiatriques, les cabinets de médecins qui prennent des enfants, ou les cabinets ceux qui sont pédiatriques ou qui peuvent prendre des enfants. Il faut vraiment quelque chose de simple entre les urgences et le SAS pour que ça se fasse le plus vite possible. C'est vraiment fondamental. L'immédiateté, on est dans ce. Enfin, quand on dit l'immédiateté, euh, c'est vraiment de la très grande rapidité. On voit que dès qu'on a un petit peu de délai, les patients déclinent le rendez-vous et disent j'ai trouvé une autre solution, je suis allé voir ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, monsieur Larose. Je vois que ça suscite déjà, plusieurs questions dans le chat, donc ne vous en faites pas, on vous répondra bien, pendant la session de questions-réponses, à la fin. Justement, du retour d'expérience de madame Anne-Claire Boucher, directrice du SAS, 78. Alors, même question pour démarrer, madame Boucher. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éléments de contexte? Oui, bonjour à tous. En effet, alors peut-être on peut voilà, merci. Comment ça s'est passé la réorientation, dans les Yvelines, donc des urgences, vers les médecins généralistes par le SAS? Ça me paraissait important de pouvoir, peut-être vous donner des éléments de contexte. Donc le service d'accès aux soins dans les Yvelines a été créé le 20 septembre 2021 sous un format, GCS, donc ville-hôpital, à 50 pour 50. Donc c'est une véritable collaboration dans sa construction. Et donc, nous avons démarré à réorienter des patients, notamment
vers la médecine générale des patients régulés par le 15. Et en fait, le 22 octobre 2022, donc on était encore en phase de croissance, disons, sur cette activité d'orientation des patients régulés. Les urgences pédiatriques de Poissy ont fermé, faute de professionnels, paramèdes et MED en quantité suffisante pour faire tourner le service en continuité. Donc, cette fermeture a forcément impacté les services d'urgence alentours, créant un risque de saturation de ces services d'urgence. Donc, le territoire s'est mobilisé, notamment les urgences concernées, pour essayer de proposer une solution aux patients qui nécessitait donc à l'arrivée de l'épidémie un recours à un soin, en essayant de se focaliser donc sur les soins urgents et en proposant une solution aux autres patients qui pouvaient se rendre aux urgences par inquiétude ou par défaut, et donc en mobilisant les ressources du SAS finalement pour cette prise en charge. Donc ça a été en effet une démarche mise en place suite à une crise, hein, donc on peut là se dire que ça a été une démarche mise en place par défaut. Néanmoins, c'est finalement une démarche qui s'est transformée comme une espèce de révélation et une cohérence en fait du territoire et de l'organisation du territoire, puisqu'elle continue aujourd'hui alors que les urgences pédiatriques de Poissy sont maintenant ouvertes et prennent en charge des patients de façon normalisée. Donc, suite à la fermeture, les services d'urgence se sont mobilisés, ont sollicité le SAS et globalement, ça a été une démarche collective avec une volonté de chaque acteur d'apporter une réponse adaptée aux patients. Donc, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Gilles juste avant. Il est nécessaire que la démarche mise en place, quand elle est mise en place, elle soit portée d'une façon volontaire par tous les acteurs. Et peut-être que donc elle nécessite des adaptations pour que tous les acteurs soient tout à fait au fait. Donc après cette fermeture, le 22 octobre 2022, le 6 juillet 2023, la réorientation a démarré donc avec les 3 services pédiatriques ouverts, Mantes, Rambouillet et Versailles. Donc, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec la carte des Yvelines, mais juste après, on enverra un schéma. Et puis, le 28 février 2024, nous avons également commencé la réorientation des urgences adultes du centre hospitalier de Versailles. En 2024, le 28 octobre toujours, les urgences pédiatriques ont rouvert et donc ont initié dès leur réouverture la réorientation également. Et le 18 avril 2026, donc très récemment, nous avons lancé la réorientation 7 jours sur 7. Donc tous les patients, quelle que soit l'heure l'heure et le jour d'arrivée aux urgences, peuvent être réorientés vers un médecin généraliste lorsque leurs conditions et leur situation médicale le permet. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette partie. En quoi le rôle de votre structure, le SAS 78, a été central dans la démarche de réorientation? Alors, le service d'accès aux soins, il me semble que c'est juste après, mais le service d'accès aux soins, pourquoi lui? Eh bien, c'est une démarche que vous avez pu identifier comme départementale, une démarche collective et finalement, les services d'urgence se sont appuyés sur le savoir-faire du service d'accès aux soins et son lien quotidien avec les médecins généralistes du territoire pour pouvoir finalement faciliter et fluidifier ce travail. Le service d'accès aux soins, c'est évidemment finalement une expertise qui s'est construite depuis peu. Voilà, merci. On peut faire ça tout de suite, il n'y a aucun problème. Donc, on voit ici la carte et on parle du territoire et du département. Et donc là, vous pouvez situer les différents services d'urgence. Et le service d'accès aux soins, il est départemental. Et il connaît extrêmement bien la façon dont travaillent les médecins généralistes sur l'ensemble du département, organisant CPTS ou non, c'est-à-dire individuellement ou collectivement en ville. Et c'est cette force que finalement les services d'urgence sont sollicités dans les Yvelines pour éviter d'avoir à gérer la réorientation de façon
très pratico-pratique vers le médecin généraliste. Une fois que le service d'urgence considère que le patient et donc décide que le patient doit être réorienté vers un médecin généraliste et que c'est là qu'il sera le mieux pris en charge finalement, que ça répond à la situation médicale, c'est le service d'accès aux soins qui organise le reste pour le patient et ce service d'urgence en lien avec le patient directement, et ça décharge finalement les services d'urgence de cette activité qui est un tout petit peu technique et qui peut être très chronophage selon les cas. Donc finalement, on va s'engager en tant que service d'accès aux soins à trouver toujours une réponse pour le patient. Et ça, c'est très sécurisant aussi pour le service d'urgence. On s'engage systématiquement. À la marge, quand on a vraiment des difficultés, par exemple, lorsqu'il y a eu la grève des médecins généralistes en début d'année, eh bien, nous communiquons directement avec les services d'urgence et on adapte les flux. Mais de façon générale, on arrive toujours à trouver une solution. Et donc, c'est un peu le message, c'est pourquoi le service d'accès aux soins? Parce qu'il va pouvoir utiliser son savoir-faire et sa connaissance de l'organisation de ville du territoire au service du patient réorienté en déchargeant les urgences. Et ça paraît simple comme ça, mais finalement, il y a des petites spécificités. Certains médecins travaillent d'une certaine façon, d'autres d'une autre. Ce n'est pas jamais les mêmes outils de gestion d'agenda, donc ce n'est pas les mêmes façons de prendre des rendez-vous. On va gérer aussi avec le patient sa mobilité. En plus ou moins proximité, et le SAS va centraliser la totalité de l'offre, et donc ça c'est une très grande force. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Pour faire le lien avec cette slide que nous n'avons pas regardée et sur laquelle il y a des éléments importants malgré tout, ce que je voulais préciser, c'est que quand on parle du service d'accès aux soins et du lien entre les urgences et le service d'accès aux soins, on ne parle pas d'un appel au 15. La régulation, dans le cadre de la réorientation, elle se fait bien au service d'urgence. Et donc, notamment dans les Yvelines, il y a eu une grille mise en place, d'une grille d'évaluation des patients mise en place par les différents chefs de service en lien avec leur équipe, qui est une grille commune pour tous les services d'urgence. Donc, le patient, qu'il aille à Versailles, à Poissy, à Rambouillet ou à Mantes, il sera analysé, évalué avec la même grille. Donc, ça évitera ce qu'expliquait Gilles juste avant, cette mobilisation du patient d'un service vers un autre s'il n'est pas finalement servi immédiatement, puisque c'est une cohérence sur le territoire d'évaluation. Et c'est le médecin qui va finalement être responsable de la réorientation, quand bien même ça soit l'IAO qui fasse l'évaluation avec la grille. Et donc, une fois que cette grille est faite, le patient est réorienté et c'est l'opérateur de soins non programmés du SAS qui va prendre en charge le patient. Ce n'est absolument pas le médecin régulateur au 15, donc on évite aussi un afflux d'appels au 15 qui est quand même un peu complexe à gérer dans certaines situations, notamment en période de canicule ou alors en période d'épidémie. Et donc, ce bilan, pour aller vite, parce que j'ai plus beaucoup de temps, une fois que cette orientation a été mise en place, on a évidemment bilanté, évalué, et après un an, voilà ce que ça donne. 100% du territoire est couvert, tous les services d'urgence et toutes les zones bénéficient de médecins généralistes qui participent. Ça fait 259 médecins qui participaient à l'époque, pour 2749 réorientations réalisées par les urgences. Et au total, finalement, on peut parler d'un cercle vertueux dans le sens où seulement la moitié des familles utilisent un créneau proposé par le service d'accès aux soins. Les autres étant rassurés par l'évaluation qui a été faite à l'accueil, donc ne souhaitant pas être réorientés, ou alors une autre partie qui finalement a pris les devants, a appelé son médecin traitant ou le pédiatre traitant et géré le rendez-vous directement. Donc c'est, on peut dire, une cohérence de parcours, et c'est pour ça qu'on continue et que les services d'urgence souhaitent continuer, et que les médecins généralistes aussi, parce que ça fait du sens. Et malgré le fait qu'on a démarré sous un format de crise, aujourd'hui, c'est un dispositif qui n'est pas remis en question et au contraire qu'on souhaite faire évoluer pour la totalité des services d'urgence. Je vais m'arrêter là, je crois que j'ai passé mon temps. On est bien ? Oui, mais tout va bien. Il nous reste une demi-heure pour la session de questions-réponses, donc aucun problème. Merci. Et donc, on va pouvoir passer justement, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. On va passer à la session de questions-réponses. Donc, on va prendre les questions qui ont déjà été écrites, mais n'hésitez pas
à poser toutes vos questions et on les prend petit à petit. Déjà, pour commencer, il y aura bien un replay. Il vous sera envoyé par mail à l'issue de la session. Alors, existe-t-il un texte réglementaire sur la réorientation par l'IOA et la responsabilité juridique de la réorientation, s'il vous plaît? Donc, du coup, je me permets, je vais prendre la question. Donc, en fait, le guide des GOS qui était paru en 2024 précise le cadre réglementaire et notamment le fait que la réorientation en fait est dans le Code de santé publique depuis plusieurs années et ensuite ça définit le cadre aussi de pour l'IOA, la possibilité de réorienter dans le cadre d'un protocole de service qui se fait du coup sous responsabilité du service et donc du chef de service. Ce sont des points sur la déclinaison vraiment pratique de qu'est-ce que ça implique au niveau de l'organisation des urgences qui seront précisées dans le deuxième webinaire où on fera intervenir quelqu'un qui est en position d'IOA et qui pourra du coup vraiment vous expliquer ce que ça implique en termes de mise en œuvre opérationnelle. Mais oui, c'est défini vraiment dans le guide des GOS, ce cadre-là. Quel est le financement pour le SAU et l'hôpital qui réoriente un patient vers un généraliste libéral? Et je pense, question qui va avec celle d'après, avez-vous valorisé financièrement la réorientation? Oui, donc du coup, j'ai vu en effet qu'il y avait plusieurs questions autour de la valorisation et c'est bien normal. Alors, plusieurs éléments de réponse au-dessus. Donc, il n'y a pas actuellement de valorisation de l'acte de réorientation. Par contre, les entrées étant tracées, ça rentre dans le cadre du nombre de passages total, même si derrière, ça fait pas, ça ne déclenche pas de forfait urgence. Et donc, du coup, dans le nombre de passages global des urgences, les réorientations sont bien comptées comme nombre de passages, ce qui intervient dans le calcul de la dotation populationnelle de façon globale. L'autre point, c'est que la réorientation est une pratique que les tutelles ARS et DGOS souhaitent pouvoir promouvoir. Et donc, du coup, ça fait l'objet d'échanges au sein des ARS et au sein des CARU pour identifier les leviers qu'il pourrait y avoir pour éviter une perte sèche pour les services, puisqu'en effet, c'est l'un des éléments qui était remonté de façon assez consensuelle lors des échanges de travail, tout en sachant que les services d'urgence qui pratiquent la réorientation actuellement, du coup, sans valorisation et plutôt avec une perte financière liée à cette pratique, ou en tout cas, quand ça peut être un enjeu partagé par la direction, en fait, trouve quand même du sens à la pratiquer, puisque ça recentre les services d'urgence sur leur fonction propre de médecine d'urgence, et notamment, c'est un gros levier en termes de fidélisation, d'attractivité de fidélisation des professionnels, et aussi dans la capacité de gestion des patients aux urgences et de ceux qui sont du coup présents dans la structure d'urgence. Autre question, donc l'idée c'est après IOA, on réoriente le patient vers une structure avec une date et heure prévue ou un SAS qui rappelle directement le patient? Moi, je peux répondre peut-être pour ma part, parce que c'est quelque chose que je voulais dire que je n'ai pas dit. Dans les Yvelines, on se donne, et la grille le permet, 24 heures pour orienter le patient vers un médecin généraliste après son passage aux urgences. Ça laisse largement le temps, en fait, à l'OSNP de prendre en charge le dossier, d'assurer la traçabilité et de rappeler le patient. Et ça permet aussi de gérer du 24-24. Donc, les patients qui arrivent aux urgences à 22 heures ou à 1 heure du matin, ou quelle que soit l'heure d'ailleurs, il n'y a pas d'OSNP au service d'accès aux soins sur ces horaires, puisqu'on ferme à 22 heures dans les Yvelines. Eh bien, c'est pas grave, on prend en charge le dossier le matin et on rappelle tranquillement quand les patients sont réveillés, pas à 6 heures. Leur laissant, ça leur permet déjà d'avoir rappelé leur médecin traitant le matin quand ils sont réveillés, et ensuite de vérifier donc, que s'il y a un besoin de soins, nous, on puisse le donner. Donc, nous, c'est 24 heures, et quand le patient sort, il ne sait pas à quelle heure il a rendez-vous. Nous, il sait qu'il va avoir rendez-vous et qu'il doit appeler son médecin traitant entre-temps.
Le contact avec, pour ce qui est des urgences, on va dire adultes ou pédiatriques, la journée, on essaie de répondre le plus vite possible parce que vraiment l'immédiateté, bon, ça c'est le fruit de notre expérience. Alors après, effectivement, on a été amené à ouvrir l'accès aux SAS et aux OSNP euh, la nuit et le week-end pour que le matin, ils aient effectivement leur réponse. Mais pour la journée, on essaye de répondre le plus vite possible. Après, de toute façon, on a un effet attracteur, hein, c'est que on voit bien sur les établissements la hausse du nombre de patients réorientés, mais ça a été très bien dit pour les Yvelines, c'est que les services d'urgence, il y a quand même un premier contact avec un soignant, une réorientation, ça donne le temps, le go, et puis après, il faut rappeler le plus vite possible quand c'est dans la journée, en dehors du week-end. Et peut-être 2 éléments de précision liés aussi aux différents services avec lesquels on a pu échanger. Le patient n'attend pas dans la salle d'attente d'être appelé par le SAS, il rentre bien chez lui parce que c'est vraiment un écueil à éviter de garder le patient autour du service d'urgence en attendant qu'il soit rappelé. Et l'autre point, cette désynchronisation, quand elle est contenue dans l'information partagée par l'IOA et puis sur les documents d'information et tout, n'est pas ressentie de façon négative par le patient et ni par les différents acteurs. Parce que finalement, ça décorrèle ce qui est de la décision de réorientation qui est faite de façon, au niveau des urgences, je vais être contacté, il faut annoncer le délai en disant que c'est selon si c'est la journée, la nuit, le week-end. Et en fait, vu que le besoin de soins qualifiés il est dans les 24 voire 48 heures, ça dépend des pratiques territoriales, mais c'est souvent le délai de 24 heures qui est pris. Cette désynchronisation n'est pas ressentie de façon négative. Ça permet aussi de temps en temps de trouver aux patients de mobiliser d'autres solutions. Et ça permet également, côté SAS, de pouvoir organiser cette pratique, ce rappel de patients, en fait, en fonction aussi de la charge des appels et du coup, le faire un peu entre deux. Et du coup, c'est aussi un des éléments que les SAS nous ont partagés comme étant quelque chose qui facilitait en fait la prise en compte de ces appels. Concrètement, comment le médecin... Pardon. Je veux juste rajouter un tout petit complément. En revanche, comme on ne donne pas de rendez-vous tout de suite, et dans tous les cas, même si d'ailleurs on donne rendez-vous tout de suite, on rappelle toujours au patient qu'il peut rappeler le 15 en cas de problème. Systématiquement, ça s'est redit en cas d'aggravation des symptômes. Ça paraît, une porte ouverte certainement, mais... Merci pour ce complément. Concrètement, comment le médecin traitant transmet-il les informations cliniques utiles au service d'accès aux soins? Et est-ce que cela passe par un VSM ou un autre format standardisé? Alors, ce point-là de transmission et de partage des informations sera vraiment beaucoup plus détaillé sur le 3e webinaire. Actuellement, c'était vraiment l'un des sujets identifiés comme étant un sujet un peu une étape qui restait difficile au moment de la première phase du projet. Alors là, c'est bien plutôt le service d'urgence qui transmet l'information au SAS et idéalement aux médecins traitants. Et là, on est en train de finaliser un petit peu les schémas organisationnels et les documents qui peuvent être transmis et les modalités de transmission. L'idée, c'est de pouvoir le faire de façon sécurisée au travers messagerie sécurisée et mobilisation du DMP et donc du coup du dossier médical partagé. Et je m'excuse, mais le terme VSM, je ne le comprends pas, je ne maîtrise pas cette abréviation. Je ferai une erreur en y répondant. N'hésitez pas à nous préciser si vous pouvez dans le chat VSM. Et j'en profite pendant qu'on attend. Je vous ai envoyé le lien pour vous inscrire au prochain webinaire sur la même thématique. Et je vous rappelle aussi que vous avez tous les liens utiles qui vous sont mis dans l'onglet Liens, qui est peut-être accessible via l'onglet App. Alors, VSM, volet de synthèse médicale. Alors, du coup, c'est je pense que ça fait référence au logiciel de régulation médicale. En tout cas, j'espère que ne pas faire de contresens en disant ça. Et donc, en fait,
le logiciel quand l'OSNP traite le sujet de la prise de rendez-vous, il y a une création côté SaaS d'une partie dans le logiciel de régulation médicale, mais là encore, ça fera vraiment l'objet du 3e webinaire, où ce sera beaucoup plus détaillé. C'est compliqué sur juste le moment de questions-réponses de pouvoir y répondre. Alors, est-ce que vous réorientez les patients qui arrivent via les pompiers ou en ambulance privée et avec des critères compatibles à la réorientation? Alors, je me permets, ça rejoint une autre question du chat qui concerne les critères médicaux d'éligibilité. Pardon. Donc, pour moi, je peux y répondre sur les 2 points. En fait, ces critères d'éligibilité, ils sont bien détaillés dans le guide des GES et nous, on n'a pas l'objet de le travail de la NAP n'était pas de les modifier. En fait, du coup, le guide des GES donne des, des grilles de critères qui sont des grilles qui ont été travaillées avec les différentes sociétés savantes, SFMU, et également les sociétés savantes de médecine générale et de pédiatrie. Ces critères-là, ils sont à adapter au territoire et c'est vraiment tout l'objet du travail territorial et du travail de gestion de projet qu'on vous incite à réaliser en amont de la mise en œuvre et puis surtout dans le cadre du suivi de la mise en œuvre. Puisque finalement, ces critères, il faut qu'ils soient partagés par les différents acteurs pour que chacun soit à l'aise avec ça et que ça puisse aussi du coup rendre compte de contraintes ou de réalités ou d'opportunités territoriales. Par définition, la réorientation dans le cadre dans la grille de réorientation, le fait d'avoir été régulé vers un service d'urgence, donc du coup d'être amené par si on est amené par des pompiers ou une ambulance privée, ça veut dire qu'il y a une régulation préalable. C'est un critère d'exclusion de la réorientation. Après, ça peut être soumis à avis médical, mais en tout cas, ce n'est pas dans les grilles de réorientation classiques. Et là encore, c'est des points qu'on va plus détailler dans le 2e webinaire, puisqu'on aura vraiment des retours d'expérience de personnes qui le pratiquent depuis les urgences, depuis 2 structures d'urgence différentes. Sollicitez-vous les CPTS pour les réorientations de patients? Donc ça, c'est peut-être relatif à nos retours d'expérience. Oui, les CPTS sont mobilisés. De toute façon, tous les acteurs, quels qu'ils soient, sont mobilisés en lien avec le SAS, qui devient de plus en plus l'outil de réorientation. Et si on veut travailler de concert, comme on l'a dit et répété, il faut qu'on travaille avec toutes les structures qui peuvent offrir chacune des solutions différentes. Donc les CPTS sont un acteur majeur de tous ces dispositifs et à intégrer dans le travail en projet. Oui, pour compléter, en effet, les CPTS sont très sollicités, en tout cas au moins pour pouvoir faire des bilans réguliers dans le cadre du service d'accès aux soins, donc sont au fait de la réorientation. Mais ce qui a été fait dans la pratique dans les Yvelines, c'est vraiment un échange avec chaque médecin en individuel pour notamment savoir s'il était d'accord pour participer à la réorientation ou pas, parce qu'on a demandé à chaque médecin s'il était d'accord, parce qu'on était sur la pédiatrie et que tous les médecins ne sont pas à l'aise, notamment avec les tout-petits. Bon, globalement, la mobilisation a été très, très forte, mais c'est chaque médecin qui a été interrogé et qui a répondu pour lui-même. Donc, c'est des niveaux de dialogue très, très différents. Quand on parle de l'exercice, on va être plutôt vers le médecin. Si on parle d'une organisation, on va aussi passer par la CPTS qui va pouvoir porter avis ou mobiliser collectivement, concerter. Le protocole médical hospitalier autorisant l'accès direct à l'ONSP d'un patient réorienté par l'IOA a-t-il fait l'objet d'une discussion et d'un accord des régulateurs libéraux du CRA 15 et des libéraux du SAS afin de vérifier le bon ciblage des patients?
Alors, je vais répondre pour notre part dans le cadre de la grille d'évaluation commune, oui. En fait, elle a été construite par les services d'urgence et validée par l'ensemble des médecins, enfin l'ensemble, pardon, par les référents des médecins régulateurs de la permanence des soins, vu aussi par les médecins régulateurs de l'AMU, donc le SAMU, et a mis pour information à l'ensemble des médecins généralistes qui peuvent prendre en charge les patients réorientés pour information. Pourrait-on avoir la grille d'évaluation par l'IOA pour la réorientation? Donc ça, c'est dans la production ANAP, hein, Claire, si je dis pas C'est de dans la bêtises. production. En fait, c'est dans la production des GOS propose en fait une première grille de réorientation, notamment en identifiant ce qui doit exclure, ce qui est exclu du cas de la réorientation, notamment des difficultés liées au niveau de la compréhension, des situations qui excluent la pratique et les situations qui le permettent le plus facilement. Et après, c'est vraiment l'objet, comme Anne-Claire l'évoquait, d'un partage entre les différents acteurs. Nous, sur la production ANAP, nous ne mettrons pas en place, nous ne partagerons pas, mais de façon consciente. Enfin, c'est une volonté de notre part de ne pas partager des grilles autres que celles qui ont été travaillées par les sociétés savantes, parce que c'est vraiment quelque chose qui va être le fruit d'un travail sur le territoire, à l'échelle du territoire, et de vérifier que ça fasse un consensus sur les différents acteurs. Après, entre SAS ou c'est des choses ou entre structures d'urgence, ça peut être des choses qui peuvent être partagées. Mais nous, c'est une volonté de notre part de ne pas aller proposer autre chose que les outils de la DGOS. Ok. Et pourrait-on avoir votre grille départementale? Ça, j'imagine que ça s'adresse à vous, Madame Boucher. Je vais en référer aux services d'urgence qui l'ont construite, mais je ne crois pas qu'il y ait de sujet. On l'a déjà partagé par ailleurs. Ok. Donc, si c'est le cas, on pourra revenir vers vous. Avez-vous pu chiffrer l'augmentation d'activité au niveau des OSNP avec la mise en place de la réorientation par tous les SU du territoire? Alors, oui, pour notre part, comme c'est l'intégralité de la réorientation qui se fait comme ça, et je signale qu'on travaille uniquement avec la pédiatrie pour le moment et un petit peu avec l'adulte. On a un petit peu plus de mal aujourd'hui sur l'adulte, mais c'est beaucoup plus nouveau. On est à peu près à 8-10% de l'activité qui relève des urgences. Donc, de demande, pardon. Donc, on retire, ça fait que 5% de l'activité d'orientation in fine, puisque globalement, la moitié des patients ne souhaitent pas du rendez-vous qu'on propose. Donc, c'est absorbable, je veux dire, il n'y a pas de... C'est une autre forme de pratique, mais c'est absorbable en termes d'activité. Sur la Loire, je n'ai pas les chiffres en tête. Ce que je sais, c'est que ça a été absorbé pour le moment, mais tous les établissements sont pas rentrés, tous les établissements publics sont pas encore rentrés dans la filière. Mais on a de toute façon, il y a des invariants sur toutes nos structures. C'est de dire que des patients viennent aux urgences, sont réorientés via le SAS, on leur propose un rendez-vous et on vérifie on vérifie qu'il y a que le rendez-vous a été honoré, mais on a quand même une perte en ligne des patients qui refusent le rendez-vous, parce que peu importe la raison, c'est pas ça le sujet. Mais ça correspond à une augmentation d'activité du SAS de l'ordre de 10 à 15%, mais on n'a pas fini tous les établissements. Et peut-être qu'un point qui va un tout petit peu plus loin, c'est sur la capacité pour les effecteurs aussi à répondre à ce besoin complémentaire. Et pour ça, je vous incite, il y a eu une publication assez récente qui a été menée dans le Grand Est, qui du coup a en fait pour identifier si finalement, si on regarde l'offre de soins et ce que l'impact de cette réorientation sur la capacité de l'offre de soins non programmée de l'encaisser, qui était plutôt rassurante en ce sens, puisque finalement, ça reste des quantités qui s'ajoutent au flux du SAS, mais qui restent dans le cadre des besoins de soins non programmés, de façon générale.
Avant de passer à la prochaine question, je me permets juste de revenir. On a eu deux réflexions. Le lien que je vous ai envoyé pour les prochains webinaires, effectivement, propose encore de s'inscrire pour celui-ci, au cas où, si on avait eu des retardataires. Mais vous pouvez conserver le lien et d'ici quelques heures, ce sera, pour le prochain, rendez-vous. Donc question suivante. Y a-t-il une organisation spécifique quand il s'agit d'un besoin de réorientation médico-sociale? C'est-à-dire patients qui viennent aux urgences sans problématique médicale, mais pour des problèmes de maintien au domicile, par exemple? Je ne sais pas si Gilles ou Anne, ou Anne-Claire, vous voulez y répondre, sinon moi j'ai des éléments de réponse. Ben, vas-y, parce que c'est pas le sujet le plus simple de la création. Alors, il y a certains SAS qui expérimentent des liens avec les dispositifs d'appui à la coordination pour cette typologie de demande, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de choses qui ont été, il n'y a pas eu de lien entre ces expérimentations au sein de certains SAS sur les questions de prise en charge médico-sociale avec la pratique de la réorientation, mais c'est peut-être quelque chose dont je n'ai pas connaissance. Mais je pense que ça fait un petit peu écho à tout ce qui peut être travaillé actuellement au niveau des SAS sur le développement des filières spécifiques au niveau des SAS. Je confirme que sur Saint-Étienne, il n'y a pas de réorientation pour ces problématiques-là. Les structures qui pourraient être relais ont une cinétique qui n'est pas compatible, sans jugement de valeur de ma part, qui n'est pas compatible avec une réorientation. Donc, pour le moment, ça reste une filière de prise en charge, soit par les urgences. Après, ça dépend des structures hospitalières qui peuvent avoir des services plus ou moins dédiés à ces prises en charge. Ce n'est pas le cas à Saint-Étienne. Donc, on a certains services d'hospitalisation, de médecine qui nous aident, mais pas de réorientation pour ces patients. Comment le dossier est transmis à l'OSNP? Alors pour notre part, je vous avoue qu'on a démarré, on n'était pas tout à fait dans les clous du RGPD, mais c'était une volonté quand même de pouvoir répondre à un besoin, étant entendu que doter tout le monde d'outils, ça peut être très, très, très long. Mais aujourd'hui, on travaille mieux, je dirais. Et donc, pour notre part, c'est soit mail, soit téléphone. Voilà, sur le principe, c'est soit mail, soit téléphone. On a une préférence pour le mail parce que ça évite l'interruption de tâches pour le CNP qui est déjà au téléphone particulièrement, et puis parce que la nuit, il n'y a personne. Donc, en termes de traçabilité, c'est bien meilleur. Mais parfois, les services d'urgence préfèrent le téléphone, et donc on s'adapte, on est assez agile là-dessus. Et pour la partie mail ou écrite, du coup, on est en interne sur un GHT 78 Sud qui permet des échanges sécurisés. Et pour les autres services, on envisage travailler sur des outils type e-parcours. Donc, dans les Yvelines et en région, c'est Santé Lien notamment. Pourquoi ne pas réorienter vers... Pardon. Oui, sur Saint-Étienne, c'est exclusivement via connexion sécurisée entre les logiciels. On a eu la chance de pouvoir le faire grâce à l'aide du GCS Sarah, comme je disais dans mon introduction, mais on a voulu éviter tout ce qui était téléphone et autres, et on a pu, parce qu'effectivement, les interruptions de tâches peuvent être péjoratives. On a préféré avoir exclusivement du lien numérique. Et du coup, ce sera vraiment aussi l'objet de retours d'expérience plus importants sur le 3e webinaire sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet assez crucial dans la capacité à mettre en œuvre cette réorganisation. Pourquoi ne pas réorienter vers CS en ligne? Pardon, pourquoi ne pas réorienter vers une consultation en ligne? Une consultation en ligne. Alors, j'avoue que je ne comprends pas directement la question. C'est-à-dire pourquoi ne pas prendre rendez-vous directement? En téléconsultation, je pense. Je suppose. Pourquoi ne pas réorienter vers la téléconsultation? Alors, ça, c'est la personne qui pratique encore aux urgences qui vous répond.
bien plus que la personne qui travaille à la NAP. Je dirais que si le patient se déplace jusqu'au service d'urgence parce qu'il pense que son besoin de soins, je pense que pour l'instant, on a du mal à le réorienter vers une téléconsultation et qu'on suppose peut-être à tort que le fait de voir physiquement le praticien fait l'objet de sa demande et de son besoin. Avez-vous des SAS gériatriques avec accès à un gériatre rapidement? C'est en cours de développement sur la Loire, donc reposez la question dans quelques temps. Dans les Yvelines, il y a une expérimentation en place organisée par la ville et en lien avec l'hôpital qui s'appelle la sécurisation du parcours de la personne âgée à domicile pour les patients régulés par le 15 qui ont des problématiques sanitaires ou médico-sociales qui ne nécessitent pas un recours aux urgences notamment ou un envoi de moyens vers un service spécialisé, mais où on sent que c'est fragile et que à tout moment, la situation peut se dégrader et finalement arriver aux urgences. Donc, c'est une expérimentation qui n'est pas menée en tant que telle par le service d'accès aux soins, mais pour lequel le service d'accès aux soins peut orienter des patients. Et voilà, globalement, c'est une équipe pluripro. Ce n'est pas que le gériatre, c'est un infirmier, un gériatre, le médecin généraliste, et puis après, les structures d'accompagnement à domicile aux besoins. Alors, dans ces cas-là, juste pour préciser, sur la Loire, il y a une hotline gériatrique avec effectivement un lien et qui peut proposer des hospitalisations, soit en hospitalisation de jour, des consultations ou des hospitalisations, mais ça n'est pas pour le moment intégré au SAS. L'idée est de l'intégrer au SAS de manière à avoir petit à petit des numéros uniques. On a mis ça en place sur la psychiatrie et on est en train de le développer pour la gériatrie, en complément de la hotline, qui est une modalité similaire à celle qui a été décrite pour les Yvelines et qui doit exister dans de nombreux départements, mais ce n'est pas le SAS. Pensez-vous que les départements ruraux avec déserts médicaux peuvent rencontrer des difficultés à mettre en place ces dispositifs par rapport à d'autres départements? Et si oui, quels pourraient être les freins? Alors, peut-être une partie de réponse par rapport au travail qu'on a pu réaliser avec le Gard, c'est que sur des départements où il peut y avoir à la fois des territoires ruraux, des territoires urbains, etc. Et c'est là tout l'intérêt aussi de cette démarche territoriale et éventuellement de commencer dans un périmètre et puis de faire tâche d'huile ensuite. C'est que quand on a travaillé avec le Gard, ils nous ont clairement, enfin, les interlocuteurs nous ont clairement identifié que dans le cadre du périmètre urbain, ça leur semblait relativement simple à mettre en place, mais que sur les parties plus rurales et plus éloignées de leur département, le SAS jugeait de sa connaissance des effecteurs comme étant encore trop soumis à difficulté de pouvoir vraiment élargir cette pratique et ils préféraient commencer au niveau du territoire urbain parce qu'ils savaient qu'ils avaient moins de difficultés en termes d'effecteurs. Et je pense que c'est vraiment l'un des intérêts de mobiliser le SAS d'emblée dans la démarche parce qu'il y a une fine connaissance des enjeux territoriaux et au-delà du nombre de kilomètres aussi des habitudes de déplacement de personnes, de l'acceptabilité du rendez-vous qui sera peut-être pris à quelque chose qu'on pourrait penser pas très loin mais qui finalement n'est pas simple en transport en commun aussi, etc. Et vraiment, en tout cas, dans tous les territoires où on a pu échanger, cette connaissance du SAS, elle est vraiment primordiale et vraiment intéressante, et notamment pour identifier quelles étapes de la démarche projet seront mobilisées et s'il y a besoin de, on va dire, rassurer tout le monde avec un début d'expérimentation, un début de mise en œuvre sur un territoire donné où on est un petit peu plus serein. Peut-être juste pour compléter, dans les Yvelines, il y a aussi une zone très, très rurale qui est le sud des Yvelines, mais quand on parle de ruralité, on parle de mobilité aussi. Généralement, les patients ont des moyens de locomotion et ils sont d'accord pour se déplacer. Donc, je partage tout à fait ce que dit Claire sur le fait que le SAS, il a une vision globale de l'accès aux soins
Mais généralement, les services d'urgence, ils connaissent en proximité l'accès aux soins pour les patients qu'ils reçoivent. Cette connaissance, elle existe aussi. Mais il ne faut pas, comment dire, minimiser la capacité du patient à se déplacer. Et nous, on constate que sur les zones rurales, c'est parfois plus facile d'orienter vers un médecin, même s'il est plus loin, parce qu'il y a vraiment une notion de la raréfaction de l'accès médical qui est perçue, que dans certaines zones plus denses et donc plus urbaines, où finalement on peut parfois être confronté au tout de suite en proximité, ce qui est plus difficile. Donc je dirais que c'est pas incompatible. Il est 14 h, donc on va devoir conclure cette session de questions-réponses. On a peut-être une juste dernière assez rapide. Est-ce que vous avez travaillé sur le SAS filière psychiatrique sur vos territoires? Sur la Loire, oui. En cours de mise en place dans les Yvelines. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions, pour ces échanges. C'était très enrichissant. Merci de vous être connectés malgré la chaleur. Donc, on va passer à la conclusion. Donc, comme on l'a rappelé, enfin, comme Claire l'a rappelé, on va avoir 2 autres sessions de webinaire sur la thématique de la réorientation depuis les urgences. Une le mercredi 9 septembre et une le mercredi 7 octobre. Donc, pareil, vous avez le lien dans l'onglet liens. Vous pourrez vous inscrire d'ici quelques heures, pardon. Et je vous rappelle que vous pouvez accéder à tout moment à la production ANAP sur la réorientation depuis les urgences. Je vous remets le lien. Et je vous mets le lien également de notre enquête de satisfaction. C'est important pour nous d'avoir vos retours d'ici les prochains webinaires pour pouvoir vous proposer toujours des contenus plus adaptés à vos problématiques et pouvoir vous entendre sur la question. N'hésitez pas à nous répondre, c'est important pour nous. Merci à tous pour votre participation. Encore une fois, merci pour vos questions. Merci à nos intervenants pour leur retour d'expérience. Et on vous dit à très bientôt sur un prochain webinaire.